La pluie tressait la rivière en éclats de verre le jour où nous avons enterré ma sœur, Lucie. Je tenais encore le programme plié quand j'ai vu mon père, Richard Beaumont, un homme qui avait passé sa vie à polir notre nom de famille comme un trophée, s'éloigner du chemin de gravier et se diriger vers l'eau sombre. Dans ses mains, une petite boîte en bois enveloppée d'un tissu blanc comme un secret. Ma mère, Diane, restait en arrière, les yeux creux, les lèvres pressées en une ligne qui n'appartenait plus à une mère. Papa ne m'a pas regardé. Il a juste posé la boîte et a laissé le courant l'emporter. J'ai figé. Puis le vent a tourné et de l'intérieur de la boîte est venu un son mince, fragile, impossible. J'ai couru. Mes chaussures ont glissé dans la boue. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. S'il vous plaît, soyez vide, ai-je murmuré, la tirant des roseaux avec des mains tremblantes. Le couvercle était cloué. J'ai glissé ma clé de voiture sous le joint et j'ai forcé. Et quand elle s'est ouverte, le monde s'est ouvert avec elle. Je m'appelle Émilie Beaumont. Dans notre ville d'Ashford, les gens disaient que les Beaumont ne pleuraient jamais. Nous commandions des communiqués. Nous faisions des chèques. Nous organisions des galas pour des causes qui ne tacheraient pas nos revers de manche. Mon père a bâti Beaumont et Associés, un empire logistique qui a fait de lui le genre d'homme qui pouvait parler doucement et faire en sorte qu'une pièce entière l'écoute. Il m'a appris 3 règles. Protéger la famille, protéger le nom, et protéger le silence qui protège les deux. Lucie n'a jamais respecté ces règles. Elle était le soleil là où notre maison n'était que verre et angle, des cheveux dorés, des yeux couleur aquarelle, et de la peinture sur ses jeans, peu importe le nombre de nettoyeurs à sec que maman recommandait. Quand elle a ramené à la maison Thomas Leroy, un mécanicien avec de l'huile sous les ongles et un rire qui transformait notre salle à manger austère en quelque chose de presque humain, le sourire de papa est devenu d'une précision acérée. De l'ambition, a-t-il demandé au-dessus du roast-beef, la tension palpable. La joie, a répondu Lucie. Je choisis la joie. Elle parle de lui, m'a dit papa plus tard dans la cuisine, comme si Lucie était une feuille de calcul avec un drapeau rouge. La joie ne met pas de toit au-dessus de nos têtes. Ça peut, ai-je dit doucement. Si tu laisses faire. Il n'a pas laissé faire. Il a resserré les filets. Couvre-feu, règles, surveillance déguisée en inquiétude. Maman volait entre eux, redressant les serviettes, ravalant des excuses qui ne voyaient jamais le jour. Le jour où Lucie m'a dit qu'elle était enceinte, elle tremblait si fort que je l'ai enveloppée dans le plaid de mon canapé et j'ai fait du chocolat chaud comme quand nous étions enfants. Thomas cherche un 2e emploi, a-t-elle dit. On s'en sortira. Le bébé a donné un coup de pied hier. Je jure que c'était comme s'il prononçait mon nom. J'ai touché son ventre et j'ai ressenti quelque chose comme un miracle. Et j'ai su, comme on sait que le temps des tornades approche, que cela briserait notre maison jusqu'aux fondations. Cela a été le cas. Dans des murmures, des portes qui claquent, dans la voix calme et clinique de papa expliquant des options qui ont fait pâlir le visage de Lucie. Elle s'est enfuie. Puis l'appel de l'hôpital. Complications. Lucie est partie. Le scénario des funérailles est arrivé dans ma boîte de réception 2 heures plus tard. Un communiqué de presse avec les L. Et après que nous ayons dit au revoir, papa est allé à la rivière avec une boîte. J'ai forcé le couvercle. À l'intérieur gisait un nouveau-né enveloppé de coton blanc, les lèvres bleuâtres. Un doux gémissement accrochait l'air comme un fil. Un bracelet d'hôpital entourait sa petite cheville. Bébé garçon Leroy. Mon Dieu, ai-je respiré. Lucie. Le monde est devenu étroit. Mes mains ont bougé avant que le reste de mon corps ne réagisse. J'ai enlevé mon écharpe en laine, l'ai emmaillotée plus serrée, j'ai poussé la boîte de côté avec mon genou. Et, ai-je murmuré, le serrant contre ma poitrine. Il était chaud mais pas assez. Son souffle papillonnait comme quelque chose qui décidait s'il fallait rester en vie. La voix de Monsieur Beaumont n'était plus que gravier et une charnière rouillée. Donne-le-moi. Je me suis retournée, le cœur battant. Tu l'as jeté dans la rivière. Il a cligné des yeux. Tu ne comprends pas. Essaie de m'expliquer. Il a regardé au-delà de moi vers l'eau. Le courant tirant sur les roseaux comme des doigts nerveux. Les papiers étaient compliqués.
Le timing. Les choix de ta sœur ont créé un enfant. Un humain, ai-je claqué. Le murmure de maman a coupé l'air. Richard, s'il te plaît. Il n'a pas bougé. Nous pouvons arranger ça, Émilie. Arranger? J'ai serré le bébé plus fort. Ce n'est pas une tâche. Les sirènes vivaient dans mon sang. Après cela, j'ai couru vers la voiture. Maman s'est écartée sans me regarder. Papa est resté là où Labou rencontrait ses chaussures, les yeux froids comme des lignes de grands livres. J'ai roulé jusqu'à l'hôpital Saint-Augustin, le seul service d'urgence qui ne poserait pas de questions d'abord. L'infirmière d'orientation, aux épaules larges et aux yeux durs, a jeté un coup d'œil et a crié « C'est maintenant ?» Elle a demandé l'histoire et je lui ai donné une version avec les arêtes vives adoucies. Je l'ai trouvée près de la rivière, ai-je dit. Seule. Elle m'a fixé un peu trop longtemps, puis a hoché la tête, déjà en mouvement. Tu l'as sauvé. Je pense qu'il m'a sauvé, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Ils l'ont pris. Ils ont écrit son nom bébé Beaumont parce que je l'ai dit vite et avec un visage qui disait « Ne discutez pas ». Je me suis assise sur une chaise en plastique entre un distributeur automatique et l'avenir, tremblant si fort que j'ai renversé du café sur mon manteau. Quand le médecin est finalement venu, il a dit « Détresse précoce, légère hypothermie, mais réactif ». C'est un battant. Bien sûr qu'il l'est, ai-je murmuré. C'est le fils de Lucie. Je l'ai nommé Lucas, pas Luc. Lucas parce que ça sonnait comme un pont entre Lucie et nous. J'ai signé les papiers d'accueil avec des mains qui avaient étudié des dizaines de présentations de millions d'euros et qui n'avaient jamais ressenti une telle instabilité. Je suis rentrée chez moi dans mon appartement et j'ai appris la chorégraphie des biberons et des sirènes de 3 heures du matin déguisées en pleurs. La première nuit, je me suis endormie sur le sol à côté du berceau, une main à l'intérieur pour qu'il puisse enrouler ses petits doigts autour des miens. Quand il l'a fait, quelque chose s'est reconnecté. Au 3e jour, la voiture de papa a glissé jusqu'au trottoir comme un verdict. Il n'a pas sonné. Il est apparu parce que les hommes comme lui ne demandent pas les portes. Je l'ai rencontré dans le couloir devant mon appartement. Lucas, un poids chaud contre ma poitrine. Ça suffit, a-t-il dit. Doux, dangereux. Tu as eu ton moment. Donne-moi l'enfant et je m'occuperai des arrangements nécessaires. Des arrangements comme la noyade. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Elle sonnait comme de l'acier qui plie. Sa mâchoire s'est contractée en retour. Comme la discrétion, comme ne pas transformer l'erreur de ta sœur en une manchette qui dévorera nos vies. Lucie n'était pas une erreur. Il a regardé Lucas. Quelque chose a vacillé. Peut-être la peur. Peut-être le regret. Peut-être rien que je ne voulais nommer. Émilie, tu regretteras cette rébellion. Je regrette déjà toutes les fois où je ne t'ai pas arrêté plus tôt. Diane, a-t-il dit sans regarder parce que bien sûr maman était derrière lui, grise et tressaillant. Dis-lui. Maman a dégluti. Ton père, il a peur. Moi aussi, ai-je dit, mais pas de la vérité. Papa a fait un pas en avant et j'ai reculé et nous avons fait cette valse silencieuse jusqu'à ce que ma porte touche mes omoplates. Tu ne peux pas le garder, a-t-il dit. Regarde-moi faire. Et l'argent, a-t-il dit comme si c'était de l'oxygène. Tu en auras besoin. Des avocats, les services de protection de l'enfance, la presse. J'ai des amis, ai-je menti. Et du cran. Il m'a étudié longtemps, puis a dit très doucement. Tu te fais un ennemi de cette famille. J'ai baissé les yeux sur Lucas. Il a bâillé, indifférent aux dynasties. Non, ai-je dit, je nous transforme en une. La porte s'est refermée entre nous. Le verrou a glissé. De l'autre côté, mon père est resté immobile. Puis ses pas se sont retirés. Il m'a fallu une minute entière pour réaliser que je pleurais sans un bruit. On peut aimer sa famille et quand même se défendre d'elle. C'est devenu ma thèse. J'ai appelé Thomas. L'appel est tombé sur la messagerie vocale. Le 2e appel a sonné et sonné. Et quand il a finalement répondu, j'ai entendu un souffle et une pièce creuse. Émilie. Thomas, ai-je dit. Tu dois t'asseoir.
Il ne l'a pas fait. Il s'est appuyé contre tout ce qui n'avait pas encore été saisi et a écouté pendant que je déversais la rivière dans le téléphone. Il n'a pas parlé si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été interrompu. Finalement, un murmure brisé. Ils ont tué mon fils. Non, ai-je dit rapidement. Non, je l'ai sorti. Il est vivant. Il est en sécurité. Silence. Puis un son que je n'oublierai jamais. Un son comme quelqu'un qui ravale un cri. Où? À Saint-Augustin. Il est parfait. Une chaise a grincé, une porte a claqué. J'arrive. Il est arrivé 38 minutes plus tard, essoufflé, les yeux rougis. L'infirmière l'a fait se laver, puis l'a conduit à l'isolette. Il a posé sa paume sur le plastique et s'est effondré, les épaules tremblantes. Lucas, a-t-il respiré? Et, petit bonhomme. Il m'a regardé comme si j'avais traîné une étoile hors de la rivière. Pourquoi, a-t-il demandé? Un seul mot. Tout le procès. Parce que Lucie ne me pardonnerait jamais si je ne le faisais pas, ai-je dit, et parce que je ne savais pas comment être sa sœur et le laisser partir. Nous avons élaboré un plan dans le langage des gens qui ne peuvent pas se permettre de perdre. Pétition pour une tutelle d'urgence. Tout documenter. Copier les dossiers hospitaliers. Tenir un registre des appels, des menaces, des cadeaux avec des conditions, des excuses qui n'en étaient pas. Nous avons construit un dossier assez épais pour arrêter une balle et assez mince pour le cacher sous mon matelas. Papa a envoyé des fleurs assez grandes pour voler l'oxygène de la pièce. Félicitations pour votre œuvre de bienfaisance, disait la carte. Elle n'était pas signée. Maman a envoyé un SMS à 2h13. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai regardé le texte jusqu'à ce que les lettres se brouillent. À l'aube, Lucas a ouvert les yeux complètement pour la première fois. Ils étaient du bleu exact de la peinture préférée de Lucie. Il a cligné des yeux comme quelqu'un qui se réveille dans un monde avec un but. J'ai mis mon doigt dans sa paume. Il a serré. J'ai dit « Bonjour, ma petite rébellion ». Et j'ai senti le soleil se lever. Le tribunal Beaumont trône comme une menace de marbre au bout de la rue des Saules. Le jour de l'audience d'urgence, les marches brillaient, humides, le ciel limpide. Papa ne nous a pas rejoints sur le chemin depuis le trottoir. Il nous attendait aux portes avec un avocat dont le costume coûtait plus cher que ma voiture. Maman était un pâle satellite n'orbitant autour de personne. Thomas m'a serré la main. Quoi qu'il arrive, a-t-il dit, nous avons fait la bonne chose. Quoi qu'il arrive, ai-je fait écho et nous sommes entrés. Les salles d'audience du tribunal de la famille sont petites à dessein. La juge, l'honorable Madame Marion Leclerc, portait le « pas de bêtises » comme un parfum. Elle a lu le dossier, tapoté chaque page comme un métronome, et a finalement levé les yeux. Mademoiselle Beaumont, Monsieur le roi. Monsieur Beaumont, votre honneur, a ronronné l'avocat de papa. Les Beaumont se tiennent prêts à assumer l'entière responsabilité du bien-être de cet enfant. La fille de mon client est décédée dans des circonstances tragiques, immédiatement après, des décisions erronées ont été prises par des personnes bouleversées. Erronées, a répété la juge Leclerc. Chaleur du chagrin. Un soupir maîtrisé. Mon client regrette profondément. Montrez-moi le regret, a dit la juge Leclerc. Pas la performance. Où est la mère de cet enfant? L'air s'est raréfié. La mâchoire de Thomas a tremblé, mais il l'a maintenue immobile par la seule volonté. Elle est partie, votre honneur. Je vois. Les yeux de la juge se sont adoucis, puis se sont aiguisés. Ce que j'ai, c'est un nouveau-né, un père endeuillé aux moyens limités, et une tante paternelle qui a assumé la garde temporaire. J'ai aussi des allégations d'abandon. L'avocat de papa s'est levé pour s'opposer. La juge a levé un doigt. Asseyez-vous. C'est moi qui parle. Elle s'est tournée vers moi. Mademoiselle Beaumont, avez-vous des preuves que l'enfant a été mis en danger? Ma déclaration, ai-je dit, la voix ferme parce qu'il le fallait. Et une vidéo. La tête de papa a claqué. Vidéo? J'ai hoché la tête.
J'ai une caméra de tableau de bord qui se déclenche lorsqu'un mouvement est détecté près de ma place de parking. Mes parents se sont garés près du chemin de la rivière pendant la procession funéraire. La caméra de tableau de bord les a filmés en train de passer en portant une boîte. Elle n'a pas montré l'eau, mais elle montre la boîte qui paraît les mains vides de mon père au retour. Papa a ri trop fort. Une boîte pourrait contenir n'importe quoi. Alors pourquoi, ai-je demandé, y avait-il un bracelet d'hôpital à la cheville du bébé avec le nom de Lucie et de Thomas? Le silence a atterri comme un coup de marteau. La juge s'est penchée en avant. Monsieur Beaumont. Papa n'a pas flanché facilement. Il a incliné son corps vers le banc et a adopté sa meilleure posture d'excuse de conseil d'administration. Votre honneur, ma fille a fait des choix qui ont mis cette famille en danger. Sa mère et moi croyions livrer l'enfant à un refuge sûr. Nous avons paniqué. Nous avons échoué. Mais nous pouvons corriger cela maintenant au sein de la famille où il aura toutes les ressources. Refuge sûr. La voix de la juge s'est refroidie. Au bord d'une rivière. La bouche de papa s'est ouverte, puis s'est refermée comme s'il avait marché sur une histoire trouée. Levez-vous, a dit la juge Leclerc. Il l'a fait. La pièce a retenu son souffle. Je ne suis pas une femme à qui vous pouvez vendre un récit, monsieur Beaumont. Je suis une femme qui compte les faits. Voici les miens. Un nouveau-né a été trouvé dans une boîte dans une rivière. La tante de l'enfant a risqué sa sécurité pour le récupérer. Le père biologique s'est manifesté. Les actions des grands-parents sont remises en question. Le meilleur intérêt de l'enfant est mon seul client. Elle s'est tournée vers Thomas. Monsieur le roi, pouvez-vous fournir un environnement stable? Je peux, a-t-il dit. Je postule pour un quart de nuit à l'usine. Ma tante, elle est infirmière à la retraite, a proposé de s'occuper de lui pendant la journée. Je suivrai des cours de parentalité. Je prendrai tout, s'il vous plaît. C'est mon fils. Et vous, mademoiselle Beaumont? Je les soutiendrai, ai-je dit. Financièrement, logistiquement, de toutes les manières. Nous pouvons vivre en famille si le tribunal le permet. La juge Leclerc a joint ses doigts en steeple. Et les grands-parents? J'ai regardé papa. Il m'a regardé comme si j'avais laissé notre nom sous la pluie. Puis, de façon choquante, maman a parlé. Votre honneur, a-t-elle murmuré, la voix à peine audible. Nous avions tort. Elle m'a regardé, puis Thomas, puis la place vide dans la pièce où Lucie aurait dû être. Nous avions si peur de perdre la face que nous avons perdu notre fille. Je ne perdrai pas notre petit-fils. Papa l'a regardée comme une étrangère. Diane? Non, a-t-elle dit. Le mot le plus doux qu'elle ait jamais transformé en mur. La juge a hoché la tête lentement. Voici ma décision. L'ombre du marteau est tombée avant le bois. La garde légale et physique d'urgence est accordée conjointement à Monsieur le Roi et Mademoiselle Émilie Beaumont en attendant un examen complet. Droit de visite supervisé aux grands-parents sous réserve de la conformité avec les conseils désignés par le tribunal. Un enquêteur visitera tous les foyers dans les 72 heures. Prochaine audience dans 30 jours. L'avocat de papa a commencé 4 phrases et n'en a terminé aucune. Le marteau a atterri. La pièce a expiré. Thomas a couvert son visage de ses 2 mains et a émis un son comme le soulagement apprenant à marcher. Je me suis assise très droite parce que si je bougeais, je m'effondrerais. Papa ne m'a pas regardé en sortant. Maman l'a fait, elle a murmuré. Merci. Et puis presque silencieusement. Je suis désolée. Dehors, le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée, brillante et propre. Nous avons couru à travers, riant comme des idiots, comme des survivants, comme si nous avions finalement choisi la bonne tempête dans laquelle nous tenir. 3 nuits plus tard, je suis retournée seule à la rivière. J'avais besoin de voir où le monde avait basculé. Le courant murmurait comme le jour des funérailles, comme s'il ne gardait pas de secret mais les broyait en sable. Papa était déjà là. Il ne s'est pas tourné quand je me suis arrêtée à côté de lui. Tu as toujours été la plus difficile, a-t-il dit, sans méchanceté. J'aurais dû savoir que ce serait toi. Il fallait que ce soit quelqu'un, ai-je dit, je suis juste arrivée la première.
Il a inspiré, expiré, brisé. J'ai été élevé par un homme qui pensait que la réputation était Dieu. J'ai tout sacrifié à cet autel. Tu crois que je ne me réveille pas en entendant la voix de Lucie? Tu crois que je ne vois pas cette boîte quand je ferme les yeux? J'ai dégluti. Alors pourquoi? Parce que le pouvoir est un couloir avec des portes qui se verrouillent derrière toi, a-t-il dit. À chaque pas, tu es davantage l'homme qui fait le pas suivant jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves au bord d'une rivière, tenant une boîte, et que tu ne saches plus être quelqu'un d'autre. Le vent a soulevé mes cheveux. Une voiture a traversé le pont. Sur le parking de l'hôpital, Thomas nourrissait probablement Lucas, comptant ses respirations comme si c'étaient des perles. Tu peux reculer, ai-je dit. Tu peux toujours reculer. Puis-je, a-t-il demandé. Quand ton enfance t'a appris que reculer, c'est la mort. Il m'a finalement regardé. Il avait l'air plus petit. Tu m'as humilié dans cette salle d'audience. J'ai sauvé ton petit-fils. J'ai marqué une pause. Et peut-être ce qui reste de toi. Il a ri alors. Un rire brisé. Tu as gagné, Émilie. Non, ai-je dit. Lucas a gagné. Nous sommes restés un peu plus longtemps à écouter l'eau. Écrire et réécrire la même phrase. Quand je suis partie, papa ne m'a pas suivi. Le lendemain matin, le cabinet de conseil l'a appelé 3 fois. À la 4e, il a répondu. Nous avons avancé lentement et sûrement. Thomas a pris le quart de nuit à l'usine d'emballage. J'ai pris les matinées avec Lucas. J'ai réappris à être une personne alimentée par des siestes de 2 heures et l'odeur du shampoing pour bébé. Maman est venue à notre appartement avec des sacs de courses et des excuses qu'elle ne pouvait pas formuler. Elle a appris à emmailloter avec la concentration de quelqu'un qui recable un satellite. Lors de sa 2e visite, elle a apporté une toile de la chambre de Lucie, inachevée, pleine de lumière. Il devrait grandir avec ses couleurs, a-t-elle dit, la voix tremblante. Papa est venu une fois, les mains vides. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte comme un homme qui demandait à une maison la permission d'être pardonné. Lucas dormait dans son berceau. Papa l'a regardé longtemps. Puis il s'est éclairci la gorge et a dit, « J'ai créé une bourse au nom de Lucie pour les filles qui veulent étudier l'art et non pas de pères qui peuvent le supporter. » Il a dégluti. « Si vous me le permettez, j'aimerais en créer une pour les garçons dont les noms de famille n'ouvrent pas les portes. » Thomas a hoché la tête, la mâchoire serrée. C'est un début. Papa a hoché la tête en retour. Je ferai le reste des démarches sans qu'on me le demande. Il a laissé un chèque sur le comptoir. Je ne l'ai pas touché pendant 2 jours. Puis je l'ai mis sur un compte séparé intitulé « Les rivières changent de cours ». Je lui ai fait signer un accord selon lequel les fonds étaient irrévocables en public. Il n'a pas discuté une seule fois. Le dimanche, nous avons emmené Lucas au parc. Il a dormi malgré les oiseaux. Il a plissé les yeux vers le ciel comme si c'était un problème à résoudre. Thomas lui a raconté des histoires de moteurs et de promesses. Je lui ai raconté des histoires sur sa mère, comment elle avait un jour peint le lever du soleil sur le miroir de notre salle de bain parce que le monde avait besoin de plus de matin. La nuit, quand l'appartement était calme, j'écrivais. Pas des communiqués de presse, pas des déclarations. Une lettre à Lucie, ça commençait. Nous avons failli le perdre. Nous avons failli nous perdre. Mais je pense, si tu peux y croire, d'où que tu sois, que nous apprenons à respirer. Le premier jour clair du printemps, nous avons emmené Lucas à la rivière. Thomas le portait. Je portais des fleurs. Maman est venue aussi, calme et fragile et têtue. Papa est arrivé en retard, les mains ouvertes. Nous nous sommes tenus là où les roseaux s'inclinent. J'ai posé les fleurs sur l'eau. Elles ont tourné, puis ont dérivé comme quelque chose qui lâche prise. Salut, Lucie, ai-je dit. Parce que certaines histoires, on les raconte à voix haute. Il est tout. Thomas a embrassé la tête de Lucas. Tu serais fier. Maman a fermé les yeux. Papa a ouvert les siens et n'a pas détourné le regard. Il s'est approché juste assez et a dit doucement pour que la rivière ne l'emporte pas, je suis désolé, Lucie. Puis à Lucas, je passerai le reste de ma vie à mériter la chance de te connaître.
Lucas s'est étiré, un petit poing se déployant. Le vent a tourné quelque part. Un chien a aboyé comme un rire. Nous nous sommes tenus ensemble. Pas parfait, pas propre, pas guéri, mais en guérison. Les familles ne sont pas du marbre. Elles sont des tissus mous. Elles cicatrisent. Elles se retissent. J'ai regardé l'eau et je me suis souvenu de la boîte. J'ai regardé mon neveu et j'ai vu un garçon qui ne serait jamais mis dans une boîte. Et quand nous sommes partis, la rivière a continué de couler comme elle le fait toujours. Mais je jure que ça sonnait comme si elle chantait.